Salam alaikum. Merci pour cette invitation. Bien que je me suis un peu éloigné de la finance, puisque je me retrouve dans un autre secteur, mais ça a été toujours mon secteur préféré et j'en garde toujours. Ça ne... Bien que je me suis éloigné du secteur des finances, M. Boukrami, mais je vous remercie de cette invitation pour partager avec vous quelques idées et une expérience, surtout une expérience. Et je parlerai sous le contrôle de beaucoup de collègues qui, pendant cette période qu'on a traversée ensemble, je parlerai de M. Hachaoui, qui était à l'époque ministre des Finances, M. Brahiti, qui était ministre délégué au budget, Saadoudi, qui était collègue, M. Ben Sahli, donc M. aussi ministre des Finances. Donc c'est une période qu'on a connue ensemble. Non, M. Dib, il est là, il va parler. Donc c'est pas le... On va mettre ça sur une cravate, ça serait plus pratique. Donc c'est toujours pas. Voilà. Et on va allumer. Voilà. Bien. Ah ouais, ça c'est beaucoup mieux. Donc je disais, M. Terbech, qui était aussi à l'époque ministre des Finances, donc je n'ai pas droit à l'erreur. Si on devait planter le décor pour nos débats, donc parler de politique fiscale en Algérie, c'est parler de l'évolution du système fiscal jusqu'à la grande réforme de 90 et de 90 à aujourd'hui. En deux mots. En deux mots. L'Algérie a hérité d'un système fiscal de l'époque coloniale. Donc les impôts qui étaient de mise à l'époque en France ont continué à régir la fiscalité algérienne jusqu'au début des années 90. La grande innovation qui a été introduite en 1962, c'est d'introduire la retenue à la source pour les salariés. Et ça, c'était quelque chose de fondamentalement important et qui permet aujourd'hui un rendement fiscal parfait, puisque, comme l'a dit Sidi Boukrami, l'IRG salarié a été multiplié par 18 parce que c'est une retenue à la source, incolore, inodore, que ne ressent pas le salarié. Et actuellement, beaucoup de gouvernements, notamment les Français, cherchent à réintroduire, bien que ça se heurte à un problème de liberté publique, de système déclaratif, mais ils ont trouvé les moyens de faire des prédéclarations et ça vient petit à petit vers cette retenue à la source qu'on a gardée. Mais en dehors de la retenue à la source, il n'y a pas eu fondamentalement de réforme jusqu'à 1990. Pourquoi? Parce qu'il existait une fiscalité pétrolière, puisqu'en Algérie, nous avons deux systèmes fiscaux. Nous avons un système lié au rendement de nos hydrocarbures, transport, liquéfaction, exportation, et nous avons une fiscalité ordinaire qui touche tous les autres aspects de l'économie nationale. Donc, la fiscalité pétrolière a toujours pris le pas, et jusqu'à aujourd'hui, sur la fiscalité ordinaire. Donc, les politiques fiscales, ou plutôt les pouvoirs publics, ont quelque peu délaissé la fiscalité ordinaire jusqu'à ce que les crises apparaissent, jusqu'à ce que les chutes des revenus de la fiscalité pétrolière soient importants pour que les pouvoirs publics se soucient de la fiscalité ordinaire et ils essayent de pallier ce manque, donc le manque de la fiscalité pétrolière, par
une recherche de la fiscalité, recherche d'efficacité et d'efficience de la fiscalité ordinaire. Donc jusqu'à 90, les principaux impôts qui existaient, la TVA a été introduite en France en 1958, mais elle n'a pas été élargie à l'Algérie, donc on a continué pour les impôts indirects à avoir la TUGP et la TUGPS. Nous avons continué à avoir le BIC, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Nous avons continué à avoir donc tous les impôts qui existaient auparavant et dont le rendement n'était pas très important. Vers les années 80, lorsqu'il y a eu la chute drastique des revenus pétroliers, une commission nationale a été installée, commission nationale de la réforme fiscale, si je me souviens comme ça, elle s'appelle comme ça, Sibel Sahli, vous étiez dans cette grande commission, et qui a commencé à réfléchir sur la réforme. Et cette réforme fiscale venait en parallèle des réformes économiques, puisque les premières réformes ont été introduites à l'époque, en 88, les premières réformes économiques. Donc la réforme fiscale n'était pas dissociée des grandes réformes économiques des années 80. Mais il a fallu attendre la véritable crise des années 90 pour introduire la nouvelle fiscalité, c'est-à-dire introduire la TVA pour l'impôt sur la dépense, introduire l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'IRG, que vous connaissez, l'impôt sur les sociétés, l'IBS, ainsi que la réforme d'un certain nombre de taxes, mais toujours sans toucher fondamentalement à la fiscalité locale qui, jusqu'à aujourd'hui, pose problème. Donc, ces nouveaux impôts ayant été introduits, ça s'est accompagné structurellement par un réaménagement de l'administration elle-même. Donc, l'on est passé d'une administration de l'impôt de type vertical, en fonction des impôts à payer, vers une administration de type horizontal, donc c'est en fonction du contribuable. Et c'est pour ça que la direction des grandes entreprises a été créée. C'est un peu la règle des 20-80. C'est 20% de contribuables qui payent les impôts importants par rapport aux 80%. Donc les 20% sont pris en charge par la direction des grandes entreprises. Il y a eu la création des centres des impôts pour prendre les autres catégories de contribuables qui n'étaient pas dans la première catégorie. Ensuite, les centres de proximité. Donc il y a eu une réforme, une politique fiscale qui a été menée, une réforme fiscale pratiquement encadrée par les institutions internationales, puisque nous étions en période, il y a eu un puissant programme du Fonds monétaire à l'époque de stabilisation, ensuite de l'EFF. Donc tout ça était encadré, la fiscalité était elle-même encadrée, les revenus étaient encadrés, et il y avait des revues qui étaient faites par le Fonds monétaire, puisque nous étions à l'époque sous contrôle du Fonds monétaire international concernant nos recettes et nos dépenses. Les choses ont évolué. Le rendement de la fiscalité pétrolière est reparti à la hausse, et aujourd'hui nous avons les mêmes ingrédients, nous sommes confrontés aussi à la même problématique, puisque la chute des revenus pétroliers aujourd'hui a engendré les mêmes difficultés que nous avons connues durant le début des années 90, avec bien sûr, c'est quasiment la même situation, sauf que nous ne sommes plus sous ajustement structurel. La dette, nous ne sommes plus sous paiement des services de la dette qui étaient insupportables à l'époque. Aujourd'hui, la situation est un peu différente, mais c'est la même, je trouve que c'est la même situation. Ça veut dire tout simplement que la fiscalité ordinaire n'a pas donné les résultats escomptés au début de la réforme des années 90, en termes de rendement, en termes de recouvrement, pour subvenir aux besoins du budget. Si on voit un petit peu dans les chiffres,
le budget les revenus de la fiscalité ordinaire n'arrivaient pas à couvrir à un moment donné le budget de fonctionnement, sans parler du budget d'équipe. Donc, les pouvoirs publics se sont toujours appuyés sur la fiscalité pétrolière et aujourd'hui sur le fonds de régulation pour compenser le manque à gagner de la fiscalité ordinaire. Voilà un petit peu pour dire dans quelle situation on se trouve et qu'il faut réfléchir sérieusement vers une autre transition fiscale. Il y a des choses à mettre en place pour, une fois pour toutes, l'on dissocie et qu'on laisse de côté cette fiscalité pétrolière et qu'on en agisse sur la fiscalité ordinaire. Que ce soit des taux modestes, je suis tout à fait d'accord, des taux modestes, parce qu'avec des taux modestes, en élargissant l'assiette, on peut arriver à un rendement optimum de la fiscalité. Actuellement, les taux qui existent, on dit que le poids de la fiscalité est le plus bas du bassin méditerranéen, mais si on regroupe, parce que c'est des prélèvements, si on regroupe fiscalité et prélèvements sociaux, c'est insupportable. Les prélèvements sociaux sont à 26% employeurs et 6% employés, plus les impôts qui sont payés. Donc le poids des prélèvements obligatoires est important en Algérie et il faut qu'on réfléchisse pour l'équilibrer et le rendre un peu plus modeste, ce qui va drainer. Deuxièmement, notre fiscalité se heurte à un environnement hostile, beaucoup d'informels, qui fait que le rendement de la fiscalité ordinaire est perturbé. L'introduction de la TVA est une bonne chose, mais la TVA doit être mise en œuvre dans un environnement stable, avec une comptabilité et avec une administration qui soit la plus efficace possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, la TVA, le rendement de la TVA est très amoindri. Si les transactions se font hors chèque, hors traçabilité, donc la TVA, le rendement de la TVA est beaucoup amoindri. Donc il y a d'un côté des réformes aussi structurelles au plan économique qui doivent continuer pour que les transactions se font en toute transparence et pour que la TVA ait un bon rendement. Ce n'est pas son taux. Le taux actuellement est de 17%, c'est un taux moyen. Nous avons un taux de 7% qui touche les produits pratiquement et beaucoup d'exonération. Vous savez, une TVA avec beaucoup d'exonération est une TVA perturbée. C'est une TVA qui a été conçue pour une économie stable et pas avec des difficultés qu'on connaît aujourd'hui. Y compris pour l'impôt sur les sociétés, beaucoup de sous-déclarations, un marché informel qui fait que ça fait diminuer nos rendements de fiscalité ordinaire. Donc, aujourd'hui, nous avons à peu près les mêmes ingrédients qu'on connaît en 90, avec moins de tension, puisque la dette extérieure a été payée. Il n'y a pas de service de la dette, lui, qui obérait à l'époque nos revenus, mais je pense que pour ne pas revenir cycliquement et toutes les décennies ou tous les 20 ans vers une réforme, il faudrait que maintenant on saisisse cette occasion pour bâtir un système fiscal, notamment rendre efficace l'administration dans les recouvrements et en retouchant un certain nombre de taux, et s'éloigner petit à petit de la fiscalité pétrolière qui, elle, est très aléatoire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. On ne s'est pas concerté avec Abdo, mais ce que je vais dire va peut-être permettre de continuer ce qu'il a amorcé au cours de cette discussion. Et également, comme le professeur Beltram a cité le professeur Lauré, je pensais qu'il allait aussi citer son dicton que le contribuable pense toujours qu'il paye beaucoup d'impôts, mais que le voisin n'en paye pas assez. Et donc, en dehors de ces
considérations. Je voulais simplement essayer de planter le décor de quelle est la situation en Algérie actuellement en termes d'assiette fiscale et comment on pourrait, dans le cadre de la crise qui est là et qui risque de s'amplifier, améliorer la situation. Les crises, ça a été dit, ont un effet un peu multiplicateur sur le rendement fiscal, puisque d'une part, elles réduisent l'assiette et d'autre part, elles créent une réaction de fuite devant l'impôt. Ça, c'est la première considération. La deuxième considération, c'est que, comme Ali Boukarami l'a dit tout à l'heure, les considérations politiques prennent souvent le pas quand il faut décider de choses douloureuses, et que souvent on remet au lendemain des décisions importantes qui pourtant auraient permis de faire face aux crises de manière, disons, plus sereine. La question est comment anticiper, et c'est ce qui me fait revenir un petit peu à la situation de l'Algérie. Parce que s'il y a un pays où l'on sait, où on pouvait anticiper les réformes, c'est bien l'Algérie. L'Algérie a toujours su qu'à un moment ou à un autre, et elle le sait toujours, il faudra se passer des ressources de la fiscalité pétrolière. Pourtant, nous sommes toujours dans une situation de dépendance totale à l'égard des hydrocarbures. Alors, comment se caractérise la situation actuellement au plan fiscal? Alors, le premier point, c'est que, en dehors de l'économie informelle, il reste des gisements fiscaux importants qui n'ont pas encore été vraiment tapés. Alors, le premier, c'est l'imposition, c'est le patrimoine. Il y a une imposition sur le patrimoine qui est très, très, très insuffisante. L'autre qu'on pourrait citer également, c'est la fiscalité environnementale, qui est également à un niveau très, très, très rudimentaire et qui ne rapporte que des ressources très faibles. Deuxième caractéristique, c'est que l'industrie, qui traditionnellement est la source un peu pérenne des revenus de fiscalité ordinaire, ne représente en Algérie qu'une part modeste dans la structure de l'économie. En fait, l'agriculture, pour ne citer qu'elle, c'est déjà 2 fois le poids de l'industrie. Donc c'est quand même important en termes d'impact sur la fiscalité. L'autre caractéristique, c'est qu'il y a une concentration importante de l'activité dans des zones déterminées, dans un nombre relativement réduit de zones. Et si vous couplez ça avec l'immensité du territoire, vous arrivez à des coûts de gestion de l'impôt qui sont relativement élevés. Autre caractéristique, c'est l'âge défiscalisation du monde agricole. Et comme je viens de le dire, l'agriculture en termes de poids, de valeur ajoutée, c'est 2 fois l'industrie. En fait, la valeur ajoutée de l'agriculture est supérieure à la valeur ajoutée de tous les autres secteurs, à l'exception des hydrocarbures et du commerce. Donc, même le BTP, en fait, l'agriculture a une valeur ajoutée supérieure au BTP, alors que le BTP est fortement dopé par la dépense publique. Alors, autre caractéristique que tout le monde connaît, c'est que le pays a une économie du cash et de l'informel qui est très importante, qui est favorisée par une très grande atomisation des activités et donc du tissu fiscal. Et donc, c'est très difficile pour l'administration fiscale d'appréhender cette économie, mais elle appréhende également très mal le gisement fiscal, comme je disais, qui serait assis sur le patrimoine, du fait d'un déficit d'information sur la consistance et l'état du patrimoine et sur l'identification des propriétaires et de leur situation vis-à-vis de l'impôt sur le revenu. Il y a absolument un flou total sur cet aspect des choses. Autre caractéristique, c'est que le rôle des collectivités locales reste extrêmement marginal dans l'activité fiscale, enfin
en matière fiscale, et à part la taxe sur l'activité professionnelle qui est en fait gérée par l'administration centrale, par les services de l'administration des impôts, les autres impôts locaux sont dans un rapport extrêmement faible au budget des collectivités. Autre aussi faiblesse caractéristique, c'est que l'administration fiscale consomme et produit beaucoup d'informations de manière intense. Le problème, c'est que l'environnement national, qui est très mal préparé aux nouvelles technologies, en termes de personnel, en termes d'équipement, notamment dans certains publics, crée un goulot d'étranglement qui a pour effet, en fait, de retarder la modernisation des systèmes d'information et de leur interconnexion.